Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autisme. Alors peut-être votre enfant ou un proche présente des troubles du comportement, des difficultés à communiquer et soudain un mot surgit, l'autisme. Les questions affluent, qu'est-ce que l'autisme exactement? Comment le reconnaître et surtout comment accompagner au mieux les patients et les familles? Avril étant le mois dédié à l'autisme, c'est l'occasion de mieux comprendre ce trouble du neurodéveloppement et de briser les idées reçues. La santé en mouvement spécial autisme, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale autisme, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Boris Chaumette. Boris, bonjour. Vous êtes psychiatre, enseignant à l'université Paris-Cité, chercheur à l'Institut Pasteur et à l'INSERM et surtout membre de l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant. Alors avant de commencer, on aime bien avoir une définition claire parce qu'effectivement le trouble autistique se développe dans plein de catégories. Concrètement, comment vous définiriez ce trouble et quelles en sont les causes, docteur ? Comme vous le dites très bien, c'est un spectre, donc il va y avoir différents types de présentation, mais ce qu'il faut, c'est des critères qui nous laissent penser qu'il y a de l'autisme, des troubles de la communication et de l'interaction sociale. C'est vraiment un trouble de la relation à l'autre. Des difficultés dans la communication, ça peut être aussi la communication non verbale, difficulté à comprendre les sous-entendus, l'abstraction. Et puis des intérêts ou des comportements restreints. Alors à l'extrême, on peut voir des fois des stéréotypies motrices, des balancements par exemple, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus légères, comme des intérêts en boucle pour certaines choses. Est-ce qu'on peut expliquer ce trouble par rapport à de la génétique, par des facteurs environnementaux concrètement ? Il y a eu une révolution dans la compréhension de l'autisme. Pendant très longtemps, on accusait les parents, notamment les mères, d'avoir des problèmes d'éducation avec les enfants. On a complètement cassé ce stéréotype et on a changé les choses. On s'est rendu compte que derrière les troubles du neurodéveloppement, et l'autisme en particulier, il y a des facteurs génétiques. Les facteurs génétiques vont faire que le cerveau se développe d'une certaine façon. Les neurones qui sont les cellules cérébrales, vont pas forcément se développer comme on le voudrait, vont pas forcément suivre la bonne organisation, la bonne architecture au niveau du cerveau. Et donc, ça va donner des troubles. Et si on constate des difficultés avec les parents, c'est souvent la conséquence. Vous voyez, on a inversé les choses. D'abord, une réalité biologique et ensuite, l'entourage qui souffre et l'entourage qui se remodèle à partir de cette difficulté qui fait effraction dans la famille. Mais vous évoquiez aussi certains médicaments qui ont peut-être, ou qui auraient, je parle au conditionnel, provoqué ce type de trouble. Alors il y en a un qui est très connu, c'est ce qu'on appelle l'affaire d'Épakine. C'est un traitement anti-épileptique qui était donné. On savait qu'il fallait éviter chez les femmes enceintes pour plein d'anomalies neurologiques, mais on a découvert ensuite qu'il y avait aussi des développements de traits autistiques chez les enfants qui avaient été exposés à la dépakine. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, on a découvert par exemple sur le topiramate, il y a une nouvelle alerte sur ce médicament qui est aussi un anti-épileptique. Et puis bien sûr, tout ce qui va être toxique pendant la grossesse qu'il faut absolument éviter. En numéro 1, les consommations d'alcool. Alors concrètement, quels sont les signes qui doivent alerter quand on voit son petit enfant? C'est parfois difficile de voir des différences de comportement au plus jeune âge, mais dans les premières années de la vie, qu'est-ce qu'il faut observer? Des difficultés par exemple dans le contact. Il y a des enfants qui vont avoir du mal à regarder les autres dans les yeux. Des enfants qui vont être très agités ou au contraire très calmes. Un bébé calme, ça doit laisser penser qu'il y a peut-être une difficulté dans la relation. Et puis ensuite, toutes les anomalies du développement. On a la chance aujourd'hui d'avoir des carnets de santé pour les enfants. Et dans les nouveaux carnets de santé, depuis la fin de l'année 2024, maintenant, il y a une grille de repérage. Donc, ça veut dire que les familles peuvent surveiller l'évolution des enfants. À tel âge, il doit pouvoir dire quelques mots. Ça, c'est généralement au bout de 2 ans. Il doit marcher à peu près autour de 1 an et demi. Et le médecin généraliste va pouvoir faire ce repérage-là. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que avant, on tenait pas assez compte de l'inquiétude des parents. Le fait que les parents puissent tirer la sonnette d'alarme et dire « là, j'ai un doute sur le développement de mon enfant, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal par rapport, par exemple, à son frère ou à sa sœur aînée, par rapport à d'autres enfants que je vois qui ont le même âge », c'est un critère de diagnostic. C'est-à-dire qu'on dit « si vous avez une inquiétude en tant que parent, vraiment, là, il faut qu'on aille investiguer les choses de manière plus poussée. C'est redonner la place et la parole aux parents. » Et alors là, cette investigation, on peut en parler à son médecin généraliste, mais on rentre dans quel type de parcours de soins? Quels sont les thérapeutes qui vont vraiment pouvoir mettre un mot sur ce diagnostic? Le mot-clé, c'est vraiment l'intervention précoce. Les premiers symptômes, il ne faut pas rester avec ça, il ne faut pas laisser les choses s'installer, il faut vite faire du repérage. C'est-à-dire que le généraliste est la bonne porte d'entrée. Et aujourd'hui, sur le territoire, on a ce qu'on appelle des PCO, des plateformes de coordination et d'orientation. Il y en a sur
tout le territoire français, c'est gratuit. Ça permet même parfois, quand il y a un diagnostic qui vient derrière, de déclencher des financements pour accéder à des soins ou à des accompagnements. Et donc, il faut absolument se diriger vers ces plateformes de coordination et d'orientation qui sont un peu la porte d'entrée aujourd'hui sur le diagnostic des troubles du neurodéveloppement. Donc, face à cette détresse ou ce désarroi de l'annonce ou de l'incertitude, vous dites qu'il faut aller concrètement, on va sur un site, une plateforme internet pour informer éventuellement les parents qui auraient un doute. Alors, il y a un très bon site que je me permets de citer, puisqu'il est fait par notre institut Robert Debré du cerveau de l'enfant, c'est Clepsy. Clepsy, c'est gratuitement accessible en ligne, c'est fait par des professionnels de santé et qui vont répondre à des questions du quotidien. Mon enfant a des crises de colère, comment je peux gérer? J'ai un doute sur le développement de mon enfant, voici comment faire, etc. Il y a des conseils pratiques, il ne faut pas hésiter à consulter ce site. Clepsy, vraiment des sources très claires d'informations, vraiment fiables, vraiment valorisées par un travail vraiment fin par les professionnels de santé. Alors, il y a un mot qu'on ne répète jamais assez, qui est le mot dépistage précoce notamment, parce que selon vous, il permet justement d'infléchir certaines expressions de la maladie. Et oui, on n'est pas là juste pour faire du repérage ou du dépistage, on est là aussi pour mettre en place des accompagnements. Et ce qu'on sait, c'est que plus on intervient tôt, meilleure va être l'évolution par la suite. Par exemple, un enfant qui a un trouble du langage, il faut absolument qu'il y ait une prise en charge orthophoniste pour essayer de rééduquer au plus possible. Mais c'est vrai sur les problèmes de motricité avec les psychomotriciennes ou le psychomotricien et également les kinésithérapeutes. Et donc, plus on accompagne, plus on corrige la trajectoire, meilleure va être la suite pour l'enfant quand il deviendra adolescent puis adulte. Donc ça veut dire qu'on peut prétendre éventuellement pour certains cas d'autisme à une vraie insertion dans la société qui fait que le trouble devient presque invisible. Alors là encore, c'est un spectre, donc il y a des évolutions qui vont être très différentes. Il ne faut pas non plus donner de faux espoirs. Il y a des enfants qui sont très lourdement handicapés, avec des formes d'autisme très sévères et qui ont du mal, par exemple, à avoir une communication verbale. Et à l'inverse, il y a des autistes qui sont professeurs à l'université. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de difficultés pour eux, mais il y a une évolution qui a été possible avec une vie quasiment normale. Donc c'est vraiment tout un spectre. Et on sait que plus on intervient tôt, plus on va essayer de changer cette trajectoire, meilleure sera l'insertion professionnelle derrière, meilleure sera la vie, la qualité de vie aussi pour la personne. Alors, on va parler des approches thérapeutiques et éducatives qui montrent leur efficacité. On en parlera plus largement avec nos invités suivants. Concrètement, pour vous, avec le recul que vous avez, quel serait le conseil que vous donnez aux parents à partir du moment où les enfants doivent être mis en structure, sachant que les parents ne choisissent pas, c'est les institutions qui le font? Il y a deux choses. D'abord, il ne faut pas rester seul avec ses problèmes. Ça, je pense que c'est important. Il faut chercher, taper Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, la situation est simple pour les parents. Aujourd'hui, ça reste un marathon. Et dans le marathon, il faut aussi penser que c'est la durée qui est importante. Donc il ne s'agit pas de commencer comme une course de 100 mètres. Il faut vraiment se préparer à un long parcours. Et vraiment, le conseil pour les parents, c'est faites attention à vous. Parce que si on comprend que c'est un marathon, il faut d'abord soi-même être bien pour accompagner son enfant. L'image que je prends souvent, c'est celle, vous savez, quand on monte dans un avion, on dit avant de mettre le masque à oxygène sur votre enfant, d'abord mettez le masque à vous. Parce que comme ça, vous respirerez mieux et vous pourrez aider votre enfant. Et c'est la même chose dans l'accompagnement d'un enfant qui a des troubles du spectre de l'autisme. Merci beaucoup, docteur Boris Chaumette. Et je rappelle, Institut Robert Debré et du cerveau et de l'enfant. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Benamou, directeur général et fondateur de l'association Le Silence des Justes. Stéphane, bonjour. Donc, vous êtes le porte-parole de cette institution, devrais-je dire. Et votre institution a notamment inspiré le film Hors Normes des frères Nakache et Toledano. Avant de commencer, racontez-nous un peu cette histoire. Comment ça a commencé cette rencontre avec ces réalisateurs? La rencontre s'est passée il y a très longtemps, en 1998, lors de l'inclusion d'un enfant autiste. Ils ont suivi nos parcours et notre développement, ils ont suivi aussi leur carrière. Et c'est un reportage finalement en 2015 qui était sur les voies de professionnalisation des adolescents et d'autisme sévère, qui leur ont donné l'idée de faire le film Hors Normes. Ils ont trouvé que les actions de l'association et de l'accompagnement étaient hors normes, et c'est eux qui en ont pris cette responsabilité, qui ont construit finalement ce film qui est fabuleux. Alors Stéphane, concrètement, quelles sont les missions de votre association? Je rappelle Le Silence des Justes. Changer leur vie, la vie des fratries, des familles, mais changer leur vie à eux. Ces enfants, quand ils sont pris en charge, quand ils sont accompagnés, c'est des enfants qui changent du tout au rien, du rien au tout plutôt. Et donc, c'est des enfants qui tout de suite vont, avec le partage de l'activité et l'accompagnement éducatif, s'il y a un mot qui définit correctement le silence des justes, c'est l'action. L'action, c'est de ne pas rester dans les murs institutionnels, c'est de les préparer et
travailler les habiletés sociales de façon à ce qu'ils puissent vivre avec nous et pas en dehors de nous. Alors justement, vous pourriez nous donner 2-3 exemples de résidents que vous accompagnez, des choses spécifiques que vous faites à leur côté. On parlait de la réalisation de leurs rêves en préparant cette émission, mais il y a des choses aussi qui sont beaucoup plus fondamentales. Concrètement, dans les parcours d'accompagnement. Concrètement, dans les parcours d'accompagnement, on part du diagnostic. On parle d'un enfant de 2 ans, 2 ans et demi. Nous, on a l'agrément 0-20 ans pour un institut médico-éducatif. En partant du diagnostic, en l'accompagnant à l'école maternelle avec des dispositifs professionnels, des équipes pluridisciplinaires, c'est le contrat qu'on a avec le rectorat de Paris. C'est, comme le disait le professeur dans l'interview précédente, c'est garanti qu'ils ne vont pas grandir et qu'ils ne vont pas développer d'autisme sévère. Plus vous prenez tôt vous parlez de diagnostic précoce, mais si vous parlez de prise en charge précoce, vous changez la vie réellement et vous donnez beaucoup d'aptitudes à l'enfant pour pouvoir se développer. On a des acquisitions de classes de CP, c'est une réalité, mais c'est une équipe professionnelle, c'est des neuropsychologues, des psychomotriciens qui sont à l'école, qui vont travailler avec le corps enseignant et qui vont réaliser des merveilles sur le développement de 3 à 6 ans. Stéphane, quelles sont les spécificités des équipes d'accompagnement qui sont à vos côtés? J'imagine qu'elles sont très nombreuses, concrètement. On a tout d'abord des pédopsychiatres, des médecins psychiatres, on a un médecin aussi pédiatre qui est à temps plein, on a un cadre de santé, on a évidemment plusieurs infirmières puisque nous, on est ouvert 365 jours par an. Et donc, on a des neuropsychologues, on a 12 psychologues temps plein. C'est assez important, c'est des capacités développées d'évaluation des potentiels, ce qui permet aux équipes éducatives de travailler sur un projet qui ne met pas en échec un enfant, et ça c'est aussi très important. Et donc cette approche pluridisciplinaire, c'est l'approche qui finalement donne des résultats et atteint ses objectifs thérapeutiques, éducatifs et sociaux. Alors sur une note un peu plus légère, on parle parfois d'autistes surdoués, comme dans le film Rain Man. Ces profils supra-intelligents, ils sont mieux reconnus dans la société, ils sont mieux intégrés ? Non, pas forcément, parce que nous, on suit des personnes autistes aussi. On suit un bac+3 génie civil qui n'a pas forcément une inclusion sociale. Il faut accompagner, il faut toujours accompagner. Et donc, c'est des soins, de toute façon, tout au long de la vie. On ne guérit pas de l'autisme, il ne faut pas faire de faux espoirs. Mais par contre, il y a une responsabilité de la société. C'est notre responsabilité qui est engagée parce que ils peuvent très bien avoir une vie citoyenne à condition que le message de l'autisme soit bien diffusé chez nos concitoyens. Stéphane, pour conclure, si vous aviez un message aux parents qui sont confrontés au diagnostic pour leurs enfants? Eh bien, je vais reprendre ce que dit le professeur, c'est un marathon parce qu'il n'y a pas suffisamment de structure, il n'y a pas suffisamment de place pour ces enfants. Alors, on crée des activités, nous, on crée des week-ends apprenants. Pour ceux qui n'ont pas du tout de place, on crée des activités aussi de loisirs, de répit, de vacances. Donc, il y a aussi des solutions en attendant une place dans un institut médico-éducatif, parce que c'est ça qui garantit finalement et le soin et en même temps les étapes importantes de développement. Mais en attendant, il y a maintenant beaucoup d'initiatives, beaucoup d'associations qui créent de l'activité, inclusive. Et ça, c'est aussi des moments de répit. Merci beaucoup. Merci Stéphane Benamou. Je rappelle le Silence des Justes, votre association. Restez avec nous dans quelques instants. Nous vous ferons découvrir une association, encore une, qui elle aussi accompagne les familles touchées par l'arrivée d'un enfant autiste. Sa présidente nous partagera son quotidien. La santé en mouvement spécial autisme, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale autisme, j'ai le plaisir d'accueillir Églantine Émeillé. Églantine, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Donc vous êtes animatrice, comédienne. Vous êtes aussi la maman du petit Samy qui nous a malheureusement quittés à l'âge de 17 ans. Il était polyhandicapé et atteint de troubles autistiques sévères. Vous avez également fondé l'association Un pas vers la vie. Alors justement, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter cette association et le fruit de votre combat quelque part? Oui, bonjour à tous. C'est une association qui existe depuis 15 ans maintenant, qu'on avait créée avec quelques familles où nous avions nos enfants qu'on disait tous autistes et qui étaient à la maison avec nous toute la journée. Et on a créé ensemble une première petite école entre nous. Et puis finalement, il y avait beaucoup de demandes. Le bouche à oreille a vite joué. Et aujourd'hui, on crée des structures d'accueil pour les enfants qui parfois sont pas du tout à l'école. C'est vrai qu'on nous appelle à Un pas vers la vie pour des enfants autistes avec des troubles assez sévères. Donc la plupart d'entre eux sont non-verbaux, n'ont pas beaucoup de moyens de communication quand ils arrivent chez nous.
Et donc on crée ces structures, on les accueille toute la journée et ils ont des éducateurs, des éducatrices qui travaillent d'abord avec eux individuellement. Donc c'est ce qu'on appelle du 1 pour 1. Chaque enfant a son éducatrice avec laquelle, pendant un premier temps, il va passer beaucoup de temps à mettre en place un moyen de communication. Donc aujourd'hui, vous avez une quinzaine d'écoles à travers la France, Non, c'est ça? on en a 9. 9, on en a 3 en région parisienne, 4 maintenant en région parisienne, et puis on en a d'autres endroits en France. En fait, quand des familles m'appellent au secours, moi je leur dis, je peux pas comme ça créer une école. Vous habitez à Orléans, mais si vous avez les épaules ou si vous connaissez des gens qui ont les épaules, mettez-moi en contact et je vais les accompagner pour qu'ils créent leur école. En fait, nous on les accompagne totalement de A à Z, du dépôt des statuts jusqu'au financement, au dernier meuble, au recrutement des psychologues, des éducateurs, au dossier à faire pour que chaque famille puisse avoir l'aide financière maximale. Enfin voilà, on accompagne de A à Z. Et donc dans chacune de ces entités, vous avez à peu près combien de familles que vous pouvez accueillir? Alors aujourd'hui, nous accueillons quasiment 100 familles sur toute la France. Et chaque école peut accueillir, ça dépend des espaces, mais c'est entre 10 et 20 enfants. Églantine, quand on apprend que son enfant est autiste, c'est un choc pour les familles. Quelles sont les premières étapes essentielles? On en a parlé avec nos invités précédents, mais chronologiquement, au-delà du désarroi. Moi, je dirais que la première chose, je suis tout à fait d'accord avec le docteur, c'est que je pense qu'il ne faut surtout pas rester seul. Et j'invite toutes les familles. J'ai mis beaucoup de temps à le faire personnellement. Ça ne m'intéressait pas d'aller voir d'autres familles avec des enfants autistes. J'avais pas envie de voir à quoi allait ressembler mon fils quelques années plus tard, par exemple. C'était une erreur. Le jour où j'ai rencontré d'autres parents, il y en avait qui effectivement étaient plus avancés que moi dans leur parcours et qui m'ont donné des tas d'informations très utiles. Donc je dirais, rejoignez une association. Après, vous allez avoir une assistante sociale, mais souvent l'hôpital qui vous a fait un diagnostic ou le psychiatre va vous orienter là-dessus. On a besoin d'avoir un contact avec la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, qui va faire notre dossier, nous donner les allocations nécessaires pour pouvoir éduquer notre enfant dans de bonnes conditions. Mais vraiment, vraiment, ne restez pas seul. Alors, on a qualifié ce parcours de parcours du combattant. Qu'est-ce qui est le plus difficile et qui bloque le plus, qui peut donner un sentiment de découragement? Tout est difficile. Le premier découragement, c'est d'avoir un enfant que vous avez mis au monde et avec qui vous n'arrivez pas à communiquer. C'est que vous avez un enfant qui pleure, qui crie, qui a mal, qui ne vous regarde pas. C'est une douleur perpétuelle. Quand vous mettez au monde un enfant, vous avez juste envie de le câliner, de lui faire du bien, de l'aider à grandir. Vous ne savez pas, vous n'avez pas le mode d'emploi. C'est très, très difficile. Ce sont souvent des enfants qui ne dorment pas, qui ont des sommeils très agités, donc vous vous retrouvez à ne jamais dormir vous-même. Et puis tout vous angoisse. Oui, on va parler des aidants, ça c'est fondamental aussi. Mais en tout cas, pour bien comprendre la difficulté aussi, ce sont des enfants qui n'ont pas la notion de la sécurité, par exemple. Donc vous ne pouvez jamais les laisser seuls 2 secondes. C'est un détail, mais quand vous êtes maman d'un enfant autiste, vous n'allez pas aux toilettes toute seule 2 minutes. Vous ne les laissez jamais seuls, tranquilles. Églantine, vous avez choisi de médiatiser votre combat, notamment à travers un documentaire bouleversant sur votre fils Samy. Est-ce que ça vous a permis d'ouvrir des portes et de faire un peu évoluer les mentalités, notamment sur le regard? Parce que beaucoup de gens restent gênés par ce qu'on appelle la différence aujourd'hui. Je pense que ce film, et puis il y a eu beaucoup de témoignages aussi, depuis les associations se battent, mais je pense que ça a permis à beaucoup de gens de découvrir ce que pouvait être un jeune enfant qui hurle, qui s'énerve, que c'est pas forcément un enfant mal élevé. Et moi, j'ai eu l'impression quand même que depuis 15 ans, la société a fait un gros progrès. Quand vous vous promenez avec un enfant autiste, il n'y a plus ces regards méchants. Et éventuellement, on vous demande si on peut faire quelque chose pour vous aider. Et je trouve que ça, c'est énorme déjà. En revanche, le regard que les adolescents portent entre eux sur leur père qui peut être autiste, ça peut être compliqué. Alors ça, c'est très très difficile. Je pense que l'adolescence est une étape cruciale pour nos enfants autistes. À l'adolescence, on veut être comme tout le monde. Et les adolescents d'aujourd'hui restent les adolescents d'hier. Ils sont très cruels, très durs envers la moindre différence. C'est très très difficile pour un jeune autiste d'aller au lycée tous les jours, de voir qu'on est rejeté. Ils sont rejetés, clairement. Ça se passe très mal pour eux. C'est un vrai problème. Votre association, on l'a dit, Part vers la vie, agit aussi pour sensibiliser et former des professionnels de l'encadrement. Mais cet encadrement n'est jamais suffisant. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? J'ai envie de dire à tous les jeunes qui cherchent un métier qui a du sens, ce sera peut-être un métier difficile, vous vous essoufflerez, mais c'est un métier passionnant. On manque de professionnels. Engagez-vous, devenez éducateur, éducatrice. Vous allez passer des journées avec des enfants qui vous apprendront énormément sur vous, sur la vie, qui vous donneront une joie. Enfin, réussir à obtenir un regard, un geste, un acte que vous avez mis en place pendant des semaines et ça marche. Et vous avez un enfant qui vous regarde avec les yeux de l'amour, qui est joyeux tout le temps. C'est tellement satisfaisant.
C'est un métier qui sera pas facile tous les jours, mais avec des gens autour de vous qui ne sont là que tournés vers une seule chose, le bien-être. Le bien-être et le mieux vivre d'une autre personne. Je vous assure que c'est un métier fabuleux, nos éducatrices nous le disent. Et on en a besoin, on en manque cruellement. Vous parlez de l'importance de ce regard. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous qui ne sommes pas, on va dire, dans la différence, ce regard sur les enfants autistes? Moi, je pense que depuis, ça va faire maintenant 19 ans, 20 ans que je suis dans le combat de l'autisme. Forcément, j'ai changé, j'ai évolué. Je crois que je suis beaucoup plus tolérante, il faut être clair. J'ai dû mettre ma patience à l'épreuve et je pense que je suis devenue très, très patiente, endurante, comme je n'ai pas été. Pour quelqu'un qui est naturellement très porté sur l'impro, j'ai appris l'organisation. Des tas de vertus que je mets en avant dans les entreprises pour les aidants. Vous vouliez en parler. Vous me dites, quand vous avez des parents dans vos employés qui sont aidants, je vous assure qu'ils développent des trésors de compétences. Il faut leur faire confiance, ils sont capables de faire 1000 choses très précisément. Merci beaucoup pour votre témoignage, Églantine, Stéphane Benamou et Boris Chaumette. Donc je rappelle le Clepsy, la plateforme pour avoir toutes les informations, le silence des justes et un pas vers la vie. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.